Mesdames et messieurs, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vous suivez le 19h30 sur la télé Al-Bayan. Nous sommes le vendredi 12 juin 2026, correspondant au 26 Zulhijja 1447 de l'Hégire. Voici le sommaire de l'actualité. Le Hajj 2026 du contingent étatique ivoirien s'est officiellement achevé ce vendredi avec l'arrivée du 15e vol et dernier vol charter à l'aéroport Félix-Houphouët-Boigny. On vous fait vivre ce moment en début d'édition. L'Union européenne et la Côte d'Ivoire main dans la main pour une gestion durable des forêts. À cette occasion, les deux parties se sont retrouvées ce matin au plateau, la toute première réunion du comité conjoint de mise en œuvre de l'accord APV-FLEG. À l'international, la mosquée centrale de Cologne allie tradition et modernité architecturale. Elle est la plus grande mosquée de l'Allemagne. Visite guidée de l'édifice avec notre envoyé spécial, Yacoub Koné, dans ce journal. Bienvenue dans la principale édition. Le 15e et dernier vol charter des pèlerins étatiques a atterri ce matin à 9h58 à l'aéroport international Félix-Houphouët-Boigny de Port-Bouët. Ce contingent marque la fin officielle du Hajj pour la délégation étatique. Notre équipe de reporters a été sur place pour recueillir les premières impressions des pèlerins à leur descente d'avion. On fait le point avec Ouattara Mohamed et Thiozan Ouattara. Ce dernier vol charter transportait au total 417 pèlerins. C'est là ainsi le retour définitif du contingent étatique. Après un séjour de plus de 3 semaines en Terre Sainte, les nouveaux Oudjahadj ont exprimé leur satisfaction quant à l'organisation globale. Ils ont particulièrement salué le professionnalisme et la bienveillance des encadreurs qui ont grandement facilité le déroulement de leur séjour en Terre Sainte. Qu'est-ce qui m'a marqué déjà, il y a l'accueil et à l'organisation. L'accueil irréprochable, l'organisation dissidiste. Et au niveau spirituel, franchement, c'est une aventure vraiment spirituelle, vraiment très très intense. Tout est passé bien au niveau de Makka. L'embarquement avec les transporteurs était très bien. Arrivé à Jeddah à l'aéroport, on nous a donné les boarding pass. Nos pèlerins se sont embarqués à partir de 5h moins. On est arrivé à Bija à 10h00. Donc on a fait 7 heures de vol. Par la grâce de tout est bien passé. Parmi les passagers de ce 15e vol figurait le vice-président de la commission GDR. Chaleureusement accueilli par son équipe, venu lui rendre hommage pour son leadership, ses collaborateurs ont tenu à saluer de vive voix sa gestion exemplaire tout au long de cette mission en Terre Sainte. Touché par cette marque d'attention, l'imam Soro Hamidou s'est félicité des efforts collectifs qui ont garanti la pleine réussite de leur mission. Il a exprimé sa gratitude envers ses collaborateurs pour leur dévouement constant tout au long de ce pèlerinage. Alhamdulillah, on ne s'attendait pas à une telle chaleur d'accueil. Donc nous sommes émus par l'accueil qui nous a été réservé par nos collaborateurs, la commission GDR, surtout l'équipe de l'aéroport. Vraiment, les mots nous manquent pour les remercier. Une fois les dernières formalités accomplies, les pèlerins ont convergé vers l'espace Agora de Port-Bouët afin de récupérer leurs valises et rentrer en famille pour célébrer leur retour. Comme chaque vendredi, les équipes du groupe Média Al-Bayan se déploient dans les mosquées pour l'enregistrement du serment de Djouma. Pour ce dernier vendredi du mois de Zulhijja, elles ont mis le cap sur la mosquée Mont Djibril de Sidessi, dans la commune de Yopougon. À cette occasion, l'imam principal de la mosquée El Hadj Fodé Doumbia a entretenu les fidèles sur les enseignements à tirer du Hadj, tout en les invitant à soutenir l'opération Tempête Verte en faveur du groupe Média Al-Bayan. Le reportage de Diomandi Bouaké, de Adjouma Bokoum et Mariam Doukouré. Chaque vendredi, les fidèles musulmans convergent massivement vers les mosquées pour accomplir la grande prière hebdomadaire et écouter les enseignements religieux. À la mosquée Mont Djibril de Sidessi, le sermon de ce dernier vendredi du mois de Zulhijja a été consacré aux leçons et enseignements du pèlerinage à la Mecque. Face aux fidèles, l'imam principal de la mosquée a rappelé les valeurs de foi et d'obéissance à Allah que le croyant doit préserver après son retour du Hajj. Allah t'a élire pour aller accomplir le Hajj. Aller saluer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, marcher dans ses pas et marcher dans les pas des prophètes qui ont précédé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, notamment
le messager d'Allah, le prophète Ibrahim, alayhi salatu wa salam, le fondateur de d'Al-Kaaba et de la Mecque. Poursuivant son intervention, l'imam a également relayé l'appel lancé par le Cheikh Aïma Ousmane Diakité en faveur de la mobilisation de fonds de l'opération Tempête Verte, une campagne destinée à soutenir le développement du média islamique. Lorsqu'on fait l'aumône, lorsqu'on fait la sadakat, c'est pour préparer l'au-delà. Tu n'es pas allé au Hajj, d'accord, mais tu as un peu d'argent, tu peux acheter ta place dans le paradis aujourd'hui, en tout cas, en soutenant la télévision, la radio Al-Bayan. Donc c'est un appel pour tous les musulmans, aussi bien de la mosquée d'Ibril que de par toute la Côte d'Ivoire, de venir aider sincèrement la radio et la télévision Al-Bayan. Je crois que c'est des conseils qui ne vont pas rentrer dans l'oreille dessous. Le Hajj, qui est vraiment un pilier fondamental de l'islam, en allant y accomplir. Je pense que ces conseils-là sont des conseils d'usage. À l'issue de la prière, les fidèles ont répondu favorablement à cet appel en effectuant des contributions pour l'avancement de la Maison Verte. Rappelons-le, pour l'édition 2026 de l'opération Tempête Verte, l'objectif fixé est de 400 millions de francs CFA. À ce jour, plus de 221 millions de francs CFA ont déjà été mobilisés, témoignant de l'engagement constant des fidèles et des partenaires en faveur du média islamique. La direction générale du groupe Média Al-Bayan a rencontré ce jeudi les consultants en langue à l'occasion d'un cadre d'échange consacré à l'amélioration des programmes diffusés sur les antennes du média. Une rencontre qui a permis aux participants de faire le point de leur collaboration et de formuler plusieurs recommandations. Suivant le point avec Youssouf Traoré et Thioz Ouattara. Acteur essentiel de la diffusion des messages islamiques auprès des différentes communautés, les consultants du groupe Média Al-Bayan ont échangé avec l'imam Sissi Digba, directeur général du média, sur les défis liés à leur mission. Cette rencontre vise à renforcer la qualité des contenus diffusés et à consolider la collaboration entre les différentes parties. Cette rencontre nous permet de faire le bilan de ce que nous sommes en train de faire comme travail et à faire les critiques. En même temps, ça permet à nos consultants de donner leur avis aussi sur le travail qui est fait à Al-Bayan. Donc c'est une rencontre qui est importante, qui est même capitale, et ça nous permet de les renvoyer surtout à nos différentes communautés. Au cours des échanges, plusieurs doléances ont été formulées par les consultants. Parmi celles-ci, la délivrance d'attestations ou de certificats de service afin de valoriser leur expérience au sein du groupe Média Al-Bayan. Les consultants ont également plaidé pour le renforcement de ce cadre de concertation qu'ils jugent indispensable au partage d'expériences et à l'amélioration continue des programmes. On a souhaité avoir les programmes tant à la télévision qu'à la radio Al-Bayan. Et parmi les différentes doléances, nous avons parlé d'attestation aussi pour celui qui vraiment a déjà servi Al-Bayan pour un certain nombre d'années. Voilà, entre bien d'autres doléances. Rappelons que le groupe Média Al-Bayan diffuse les enseignements islamiques en 26 langues. Cette rencontre, organisée 2 fois par an, permet d'évaluer le travail accompli, de recueillir les préoccupations des consultants et de définir ensemble les perspectives d'amélioration pour une diffusion toujours plus efficace des enseignements. On parle d'éducation à présent dans cette édition. Journée d'excellence à l'école confessionnelle islamique Fanny Dabobo. L'établissement a fait 100% à l'examen du CEPE. Cette année, les 24 élèves admis en 6e ont été célébrés ce jeudi 11 juin par la fondatrice Adja Fanny Bakoro. Le reportage de Fatimat Kodio. C'est dans une ambiance de fête et de reconnaissance que les meilleurs élèves de l'école confessionnelle islamique Fanny ont été honorés. Parents, enseignants et responsables administratifs se sont mobilisés pour célébrer les performances des candidats au certificat d'études primaires élémentaires CEP session 2026. Pour la fondatrice de l'établissement, Adja Fanny Bakoro, ce résultat exceptionnel de 100% est le fruit de la rigueur, de l'encadrement pédagogique et des valeurs inculquées aux élèves tout au long de l'année scolaire. Vraiment, il faut vraiment choisir avec qui tu marches. C'est très important. Cela te motive. Cela te donne plus de vision ce que tu veux faire dans l'avenir. C'est que faites attention avec qui vous marchez. On dit en anglais que birds with the same feather fly together. C'est toute l'équipe qui travaille main dans les mains, bras dans les bras pour que les enfants puissent y gagner. Et les enfants, c'est le meilleur investissement. Les enfants, c'est le meilleur investissement.
nous avons intérêt à les encadrer, à les suivre. Au cours de cette journée d'excellence, les élèves admis en classe de 6e ont reçu des kits scolaires et plusieurs récompenses destinées à encourager la poursuite de leurs efforts. Une initiative saluée par les parents d'élèves qui voient en cette distinction un facteur de motivation pour les apprenants. Nous sommes fiers. Nous voulons que cette école-là, ça avance bien. Bon établissement avec un bon résultat. Heureux de cette reconnaissance, les récipiendaires ont exprimé leur gratitude à leurs enseignants ainsi qu'à leurs parents pour leur accompagnement durant leur parcours scolaire. Je salue tous les enseignants, les maîtres, les directeurs. Il y a eu mon entrée en 6e. Merci pour tout. Merci pour tout ce que vous avez fait pour moi. J'ai continué de travailler à l'école, que mes parents soient fiers de moi. À mon examen, j'ai eu 100 points. Je remercie à la fondatrice de l'école. Grâce à elle, nous avons une autre examen. À travers cette célébration, l'école confessionnelle islamique Fanny entend promouvoir la culture du mérite et maintenir son engagement en faveur d'une éducation de qualité, alliant savoir académique et valeurs morales. De son côté, l'école privée confessionnelle La Sagesse Darul Hikma de Yopougon a célébré samedi dernier ses meilleurs apprenants lors d'une cérémonie. À cette occasion, ses élèves ont montré leur savoir-faire appris sur les yeux de leurs proches et géniteurs, en présence également des autorités municipales, suivant le compte-rendu de Mohamed Ouattara et Safet Kouyaté. Lecture coranique, récitation de hadiths et prestations de cantiques ont rythmé la fête de fin d'année de l'école privée confessionnelle La Sagesse Darul Hikma de Yopougon. Une célébration qui met en lumière le travail de formation et d'encadrement mené tout au long de l'année scolaire par l'établissement. À travers les différentes prestations des élèves et les résultats obtenus au CEP, l'école entend promouvoir l'excellence académique et les valeurs islamiques. Présent à cette cérémonie, Koulibaly Drissa, représentant le maire de Yopougon, a salué les efforts du fondateur de l'établissement en faveur de l'éducation et de la formation de la jeunesse. Celui qui renseigne nos enfants en l'école islamique, vraiment, ces personnes-là, il faut l'encourager. Et le maire est très fier et très content pour cette initiative. Le fondateur doit avoir quand même mettre cette école au quartier Franceville. Les parents d'élèves ont également exprimé leur satisfaction quant à l'encadrement dont bénéficient leurs enfants au sein de l'établissement. Fondateur de l'EPP La Sagesse, M. Kamagaté Idriss, pour tout ce qu'il fait pour nos petits frères. Grâce à eux, j'ai au moins 2 de mes petits frères qui ont eu leur entrée en 6e avec de bons points. Vraiment, l'école c'est une bonne école. Malgré les résultats enregistrés et sa volonté de promouvoir l'excellence, le fondateur de l'école reconnaît être confronté à plusieurs difficultés dans la poursuite de sa mission éducative. Ils ont apporté maintenant de même pouvoir développer nos savoir-faire. On va aider ce milieu. On a besoin d'époque. Vraiment, comment d'abord, c'est une peine maintenant de la peur de Dieu, c'est fini. Comment on a tout fait pour vraiment agrandir l'école. De la maternelle au CM2, l'école privée confessionnelle La Sagesse Darul Hikma assure un enseignement bilingue en arabe et en français avec l'ambition de former des citoyens compétents, responsables et attachés aux valeurs civiques et religieuses. La Côte d'Ivoire et l'Union européenne ont franchi ce matin une étape cruciale dans leur lutte pour la préservation des forêts. La commune du Plateau a en effet abrité la toute première réunion du comité conjoint de mise en œuvre de l'accord APV-FLEG. Ce partenariat stratégique lie les deux entités autour de l'application des réglementations forestières, de la gouvernance et du commerce légal du bois. Vassi Fofana pour le compte-rendu. Autorités ivoiriennes, représentants de l'Union européenne et acteurs du secteur forestier se sont réunis pour évaluer les progrès réalisés et définir les perspectives de cette coopération en faveur d'une exploitation légale et durable du bois. Pour le représentant de l'Union européenne, cet accord constitue un instrument essentiel pour promouvoir la bonne gouvernance forestière et lutter contre l'exploitation illégale. L'excellente tenue de cette réunion du comité conjoint de mise en œuvre de l'accord de partenariat volontaire sur la gestion des forêts montre le sérieux avec lequel les autorités ivoiriennes ont conduit cet exercice, l'engagement des autorités, y compris les plus élevées, dans ce processus, la capacité aussi à mobiliser l'ensemble des parties prenantes, c'est-à-dire les communautés sur le terrain, la profession
puisqu'il s'agit aussi d'une filière économique. L'exploitation forestière et la gestion de la forêt reposent aussi sur un tissu économique important qui est créateur d'emplois, créateur de richesses, qui contribue aussi aux exportations. Le ministre a souligné l'importance de ce partenariat qui contribue à la préservation des ressources forestières tout en favorisant le développement économique et social du pays. Il a réaffirmé l'engagement du gouvernement ivoirien et poursuivre les réformes engagées dans le secteur forestier. Il s'est agi de regarder l'agenda de mise en œuvre de cet accord, ce qui a déjà été fait et de se projeter dans la perspective de pouvoir délivrer les premières autorisations FLEC qui vont permettre à notre pays de pouvoir accéder au marché européen sans entrave. Cette première réunion du comité conjoint de mise en œuvre marque ainsi une étape importante dans le renforcement de la coopération entre l'Union européenne et la Côte d'Ivoire pour une gestion durable des forêts et un commerce légal des produits du bois. Au lendemain de la fête des mères tenue le 31 mai dernier, l'ONG Agir Côte d'Ivoire a poursuivi ses actions sociales. À Fek-Sédougou, les responsables de l'organisation ont visité plusieurs centres de santé de la ville pour offrir des kits bébés et des pagnes aux mamans n'ayant pu participer à la célébration précédente. Une opération de don de sang a également marqué cette journée de solidarité. Le point avec Adouma Bokoum et Thiozon Ouattara. Après la célébration de la fête des mères, l'ONG Agir Côte d'Ivoire s'est rendue dans plusieurs établissements sanitaires de Fek-Sédougou pour apporter son soutien aux mères et aux nouveau-nés. Au cours de cette visite, des kits bébés et des pagnes ont été remis aux mamans n'ayant pas pu effectuer le déplacement lors des festivités. Une opération de don de sang a également été organisée pour soutenir les structures de santé. Nous sommes là aujourd'hui dans des différents hôpitaux pour les mêmes dons, les kits bébés, les pagnes, pour faire plaisir à nos mamans qui n'ont pas pu se déplacer pour aller au lieu de la fête. Donc, au nom de notre patron, au nom de la délégation de l'ONG Côte d'Ivoire, l'ONG Agir Côte d'Ivoire, nous avons envoyé vraiment cette joie. Nous devons mettre la joie au corps des nouvelles mamans. Les responsables des hôpitaux ont salué cette initiative et exprimé leur reconnaissance à l'endroit de l'ONG pour cet acte de solidarité. C'est un sentiment de gratitude et de reconnaissance infinie parce qu'aujourd'hui, la santé n'appartient pas seulement aux professionnels. Et avoir des appuis extérieurs qui viennent donner un peu plus de force et de courage à nos mères en travail ou bien à nos mères ou à nos soeurs qui viennent d'accoucher, c'est vraiment bon à saluer. On n'attendait vraiment pas du tout à ça. Et je remercie l'ONG pour le cadeau. Que Dieu continue à agir ainsi. L'ONG Agir Côte d'Ivoire a par ailleurs rendu hommage au vice-premier ministre pour son engagement en faveur des populations. Hors de nos frontières, au nombre des édifices religieux à l'architecture exceptionnelle à travers le monde, il y a la mosquée centrale de Cologne, une ville millénaire dans l'ouest de l'Allemagne. C'est la plus grande mosquée du pays, bâtie à hauteur de plusieurs dizaines de milliards de francs CFA, grâce à une collaboration turco-allemande. Visite guidée avec Jacob Kodé, notre envoyé spécial en Allemagne. Salam alaikum, nous sommes actuellement à Cologne. Cologne, c'est la 4e plus grande ville de l'Allemagne. Elle est située dans l'ouest du pays, à 500 km de la capitale Berlin. Cologne est une ville historique. C'est une ville vieille de plus de 2000 ans. Et selon l'histoire, elle a été bâtie 50 ans avant Jésus-Christ. Aujourd'hui, la ville de Cologne se présente également comme un centre religieux par une forte présence religieuse, par également la cohabitation de plusieurs cultures religieuses. Elle a été durant longtemps la capitale de la religion chrétienne. Ici également, on retrouve une forte population musulmane. Les musulmans représentent 12% de la population, estimée à plus de 1,5 million de personnes. Aujourd'hui, c'est vendredi et nous avons la chance de nous retrouver au pied de la mosquée centrale de la ville. C'est la plus grande mosquée d'Allemagne, la 4e plus grande mosquée de toute l'Europe. La mosquée a été inaugurée en 2018 suite à des travaux entrepris par l'Union turco-islamique des affaires étrangères. Le projet de construction de cette mosquée a commencé en 2000. Mais les travaux de construction ont effectivement commencé en 2009 parce que le projet était également au cœur d'un débat. Et parmi les sujets bien sûr qui ont été débattus, il y a la hauteur du minaret, l'espace également occupé par la mosquée. Il y a également l'influence du gouvernement turc bien sûr qui était sujet de discussion ici en Allemagne. La mosquée présente une très belle architecture. C'est une fusion bien sûr donc de l'architecture moderne, tenant en compte également l'architecture de l'Empire ottoman.
de vous faire visiter bien sûr la mosquée avec notre guide qui présente l'architecture. L'une des premières choses qui attire l'attention à l'entrée de l'édifice, c'est que la mosquée est très éclairée. La réalité est que les parois sont transparentes, ce qui permet à la lumière d'entrer et la salle d'être éclairée sans grand apport de l'électricité. Juste derrière moi, vous avez le minbar. Naturellement, c'est sur le minbar que l'imam prononce le sermon. Et normalement, ici, le sermon est prononcé en langue turque parce qu'il faut le reconnaître. La communauté turque représente la majeure partie, bien sûr, des musulmans. Et tout comme, bien sûr, dans les mosquées en Côte d'Ivoire, le sermon est traduit dans la langue commune. Et naturellement, ici, un allemand pourra permettre à la communauté tout entière, bien sûr, de capter le message de l'imam. Ce joyau architectural a été obtenu grâce à un investissement de plus de 30 à 34 millions d'euros. C'est aussi la preuve de la liberté et l'intégration religieuse ici en Allemagne, en plein cœur de l'Europe. Nous sommes de retour pour la suite de cette édition, c'est le journal du Mondial. Alors c'est Badé, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi. Alors c'est hier le coup d'envoi du Mondial 2026 donc a été donné hier. Ah oui, tout d'abord la cérémonie d'ouverture s'est tenue à l'Estadio Azteca de Mexico, marquant justement le coup d'envoi historique de la compétition avec le match inaugural qui a opposé le Mexique à l'Afrique du Sud. Les moments forts à retenir incluent évidemment un spectacle musical international. La cérémonie a été donc marquée par les prestations de la superstar colombienne Shakira et de l'artiste nigérien Burna Boy qui ont interpellé en direct l'hymne officiel du mondial qu'on appelle Dai Dai. Alors dans la foulée, la Coupe du Monde 2026 a donc débuté avec le match d'ouverture entre le Mexique et l'Afrique du Sud. Ah oui, au-delà donc de la cérémonie d'ouverture, le Mexique s'est imposé donc d'entrée face à l'Afrique du Sud sur le score de 2-0 et les Bafana ont fini 9 contre 11. L'Afrique du Sud, donc, il faut le rappeler, c'est important, est la première équipe à recevoir 2 cartons rouges dans un match de Coupe du Monde depuis 2006. Le Portugal et les Pays-Bas avaient tous vu leurs 2 joueurs exclus dans leur rencontre en 8e de finale de la Coupe du Monde, justement en 2006. Et puis, notez bien que l'Afrique du Sud est la 2e nation africaine à recevoir 2 cartons rouges dans un match de Coupe du Monde depuis 1966. Après le Cameroun qu'il a connu 2 fois, en 90 contre l'Argentine également, lors du match d'ouverture, victoire 1-0 et en 98 contre le Chili, 1 but partout. Quel est le programme de ce week-end? Le programme ce week-end, justement, la Corée du Sud a d'ores et déjà remporté son premier match dans le groupe A sur le score d'1-0 face à la République tchèque. Et puis le Canada et la Bosnie-Herzégovine jouent en ce moment même. Donc le coup d'envoi a été donné à 19h temps universel. Et c'est la Bosnie-Herzégovine qui mène au score sur le score d'1-0. Et puis on joue les arrêts de jeu de la première période. Alors, alors que le coup d'envoi donc de la Coupe du Monde est donné depuis hier, le regard se tourne désormais vers les favoris. Ah oui, justement vers les favoris, parce qu'il faut en parler. L'Espagne, la France ou l'Argentine tenante du titre, ces équipes sont les grandissimes favoris de la compétition. Pourtant, ce premier mondial à 48 offre un terrain propice effectivement aux surprises. Dans ce tournoi élargi, plusieurs nations endossent le costume d'outsider ambitieux, prêt à faire dérailler les pronostics, à s'investir justement dans le dernier carré de la compétition. Amara Yarasuba. Parmi les candidats sérieux au statut de trouble-fête, le continent africain se présente avec des arguments historiques et une délégation record de 10 représentants.
Le Sénégal, logé dans le groupe I, relevé aux côtés de la France, de la Norvège et de l'Irak, fait figure de proue. Porté par l'ossature d'un groupe d'expérience et de rigueur de leur staff technique, les Lions de la Teranga possèdent le vécu international nécessaire pour rivaliser avec les cadors européens et sud-américains. Demi-finaliste historique lors de l'édition 2022 au Qatar, le Maroc reste l'épouvantail des nations dites secondaires. Désormais installés parmi les équipes respectées du globe, les Lions de l'Atlas débutent leur tour noir face au Brésil dans le groupe C. Avec un effectif enrichi par l'arrivée de binationaux prometteurs et une confiance solidifiée par leur récent parcours, les Marocains ne craignent plus de regarder les géants du football mondial directement dans les yeux. Il ne faudra pas non plus négliger l'Égypte dans le groupe G. Emmenés par leur duo offensif composé de Mohamed Salah et d'Omar Marmouche, les Pharaons affichent une régularité retrouvée et ambitionnent ouvertement de franchir le premier tour pour s'offrir une épopée marquante. Dans une poule où la Belgique fait office de favorite, la formation égyptienne a toutes les cartes en main pour imposer sa transition rapide et bousculer les certitudes des Diables Rouges. En dehors de l'Afrique, d'autres continents avancent des pions redoutables à l'instar de l'Uruguay de Marcelo Bielsa et de la Norvège d'Erling Haaland. Des sélections européennes solides comme la Belgique, qui entame un nouveau cycle sous la direction de Rudi Garcia, en revendiquant ce profil de sélection sous-estimé, partagent également cette ambition. Dans une compétition aussi longue et dense que ce mondial 2026, la compacité collective et la gestion des moments clés pourraient bien permettre à l'un de ces outsiders de s'installer durablement au sommet. Alors Badi, à 72 heures de son entrée en liste, la Côte d'Ivoire connaît l'identité de l'arbitre qui officiera son duel inédit avec l'Équateur. Ah oui, c'est l'Anglais Michael Oliver qui a été donc désigné pour la rencontre d'ouverture du groupe E de la 23e édition de la Coupe du Monde 2026. Il sera donc assisté de ses deux compatriotes, Stuart Burt, premier assistant, et James Manwaring, donc ce deuxième assistant. Il faut le rappeler, c'est la deuxième fois qu'un arbitre anglais officie les matchs des éléphants de la Côte d'Ivoire en 4 participations d'une Coupe du Monde. C'est important, on espère qu'il nous portera chance puisque la Côte d'Ivoire n'a jamais réussi à se hisser au deuxième tour d'une phase finale de Coupe du Monde. Merci Alcel Maldé. Merci. Et puis à lundi pour la suite du journal mondial dans le JT. Merci chers téléspectateurs de nous avoir suivis. C'est la fin de cette principale édition. Et bonne suite de programmes sur la télévision Al Bayad. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.